Merci à vous, ici présents, d'avoir suivi l'appel de la désidération, phénomène dont nous, la cellule Cosmiel, allons nous faire ici les guides, sinon les exégètes. Nous allons donc profiter de cet espace pour définir quelques entrées de ce que nous avons nommé notre fragmentaire, ou lexique désidéré. Qu'est-ce que l'endocosmologie? Qu'appelle-t-on un astroblème? Comment atteindre l'état de Cosmiel? Ou encore, quels sont les secrets de la méthode indisciplinaire que nous allons emprunter pour cheminer ensemble? Car toute cette entreprise est bien une entreprise de transformation et, on le verra, de transfiguration. Nous nous sommes réunis en tant que cellules, entités polycéphales, multidimensionnelles, ouvertes, s'étant donné pour objectif l'organisation de notre transition collective qui passera par la détermination, la définition de notre condition désidérée et une proposition de résolution de celle-ci à travers l'atteinte donc de l'état de Cosmiel. Nous invitons celles et ceux qui le souhaitent, puisque nous sommes une cellule habituellement plutôt nocturne, à assister à cette communication les yeux clos. Nous serions nettement moins intimidés et peut-être que c'est la meilleure façon d'entrer dans la fiction que nous allons vous conter à présent. Mais nous allons d'abord commencer par vous donner quelques définitions et quelques premiers contours à ces notions. Notre cellule repose sur la méthode que nous nommons indisciplinaire et que l'on pourrait décrire comme anarchique. Comme les a décrites Mathieu Pot-Bonneville, nos différentes origines théoriques, disciplinaires, sembleraient nous pousser vers la trans ou l'interdisciplinarité, mais l'indiscipline défait les antagonismes des inter, des deux, des entre-deux ou entre-trois, qui sont à l'œuvre dans ce que l'on appelle l'interdisciplinarité. Artistes, scientifiques, philosophes, continu, discontinu, onde, corpuscule, fini, infini. Il n'y a plus de juxtaposition d'opposés, ni d'hybridité bricolée à partir d'éléments identitaires séparés dans l'indiscipline, mais la création d'une nouvelle organicité, où la fusion remplace l'intersection. L'indisciplinarité actualise l'antre tel qu'il est décrit par François Julien. La mise en place d'un antre plutôt que d'un entre-deux. Un antre qui ne suppose pas deux ou trois entités installées dans leur propre identité, mais qui décloie les parties, les termes opposés, qui les déborde. Un antre qui n'a pas d'essence, qui échappe à la prise ontologique. Cette attitude éthique ouvre une possibilité vers l'autre, une ouverture sur l'autre, à l'autre, de l'autre. On pourrait parler d'intérité, après Louis Couturat, traduction de l'anglais in-betweenness, qui n'implique pas le deux de l'entre-deux, mais qui érige un troisième élément qui permet de sortir des grilles binaires à partir desquelles se lisent les relations antagonistes basées sur les rapports d'identité et d'altérité. Indiscipline. Penser le monde au-delà de toute barrière disciplinaire. Nous avons parlé d'art, de science, de philosophie. Chacun nous confronte au monde avec ses méthodes, avec ses propres limites. Mais peut-on embrasser le monde au-delà de toutes ses limites? Alors cette description du monde que nous avons aujourd'hui, ce cloisonnement en multidisciplines, en disciplines académiques, qui parfois se luttent les unes contre les autres pour leur crédit, eh bien c'est une vision assez moderne de la façon de considérer la connaissance. Je pense bien sûr à mes grands anciens comme Isaac Newton, qui ne fait pas œuvre de scientifique, il fait œuvre de philosophe de la nature. Je pense à Léonard de Vinci, à William Herschel, un des plus grands astronomes de son époque, qui était à la fois compositeur et scientifique. Comment se considérait-il ? Où est-ce que l'artiste, le philosophe et le scientifique, et tous les autres d'ailleurs, peuvent se retrouver? Eh bien, je crois que c'est ce concept de curiosité. La curiosité, ce caritas, ce soin que nous portons à la nature, aux petites choses, qui nous invite à nous arrêter sur le chemin du Graal pour regarder et peut-être embrasser un crapaud, nous invite à considérer le monde sous tous ses aspects en essayant d'éviter le relativisme. Je pense bien sûr au plus grand astronome du XVIIe siècle, Johannes Kepler. En 1634, il publie un ouvrage, le Somnium Astronomicum, le songe astronomique, dans lequel il veut faire comprendre à tous ses concitoyens ce qu'il sait du système solaire. Depuis Copernic et Galilée, on sait que la Terre n'est pas au centre de l'univers, elle tourne autour du Soleil. Comment le faire comprendre à tout à chacun? Kepler en a écrit les équations, mais impossible d'expliquer ces mathématiques que seules quelques personnes sont capables de comprendre dans le monde. Impossible même
de montrer des preuves expérimentales, elles viendront 150 ans plus tard, avec Léon Foucault, avec Bradley. Comment faire comprendre ce fait de la nature, cette propriété de la nature? Eh bien, Kepler va nous inviter dans un voyage cosmique à une sorte de démonstration paradoxale. Il va utiliser la poésie, la fiction, dans un voyage sur la Lune pour contempler la Terre et ses mouvements, pour rendre sensible, sensoriel, même sensuel, ce fait scientifique qu'il est incapable d'expliquer avec les termes scientifiques. Alors, regardez cette nature avec soin, quelle que soit la méthode que nous employons, nous change, nous invite sur un chemin qui va nous révéler une réalité qui est très différente de la réalité manifeste. Là encore, je pense à Richard Feynman, prix Nobel de physique, qui nous dit la chose suivante. Il dit « Je vais vous décrire la nature, mais si ça ne vous intéresse pas, vous allez avoir du mal à comprendre. J'espère donc que vous accepterez la nature telle qu'elle est, absurde. » Il va falloir que tu remettes en perspective quelques petites choses que tu pensais savoir. Soyons francs, ton cœur est creux et le reste de l'univers y est contenu. Pardon ? Oui, je sais, il suffit juste de rêver que nous ne sommes pas la plus petite des particules de l'univers, mais la plus grande contenant toute chose. C'est absurde. Non, il faut changer ton point de vue. Plus je rentre profondément en moi, plus les distances sont grandes. En quelque sorte, ton centre est à l'infini. La limite de ton corps est l'endroit le plus lointain de l'univers. Dans ce petit texte, Athanasius Kircher, jésuite allemand, astronome qui s'intéressait à Jupiter, à Saturne, aux éclipses, et dont Dominique Cassini, président de l'Observatoire de Paris, va utiliser le nom pour nommer un des cratères de la Lune, nous présente Cosmiel, cet ange, accompagné de son novice Jean. Nous sommes en 1636 et ils entreprennent un voyage cosmique et extatique qui est avant tout une défense du géocentrisme. Comme je vous l'ai dit, depuis Copernic, Galilée et Kepler, nous avons délogé le centre du monde. Eh bien, il y a la contre-attaque de certains géocentristes qui défendent, en particulier avec Tycho Brahe, cette construction voulant conserver notre position centrale, au centre de la hiérarchie cosmique. Et donc, nous allons partir dans ce voyage pour essayer de comprendre, d'embrasser le cosmos. Cosmos, je suis sûr que vous avez tous entendu ce mot. Est-ce que vous avez pensé au sens de ce mot? Cosmos, bien sûr, on a tout de suite cette idée de la mythologie grecque, le cosmos et le chaos. Aujourd'hui, quelques jours après le cinquantenaire de l'homme sur la Lune, nous avons parlé de cosmonautes sur toutes les radios et toutes les chaînes de télévision, bien sûr. Cosmos, espace. Mais cosmos, cosmétique, beauté. On attribue à Pythagore le fait d'avoir choisi ce mot pour décrire la voûte céleste. Cosmos, ce mot qui signifiait la parure des femmes grecques. En choisissant ce mot, il veut nous rappeler l'émotion que nous avons en regardant la voûte céleste. Alors aujourd'hui, dans ce village, quand j'étais sur le chemin tout à l'heure en arrivant ici, je repensais à ces quelques vers de Pessoa, surtout en entrant dans la Grâce, ce petit village. Pessoa nous disait « De mon village, je vois l'univers, tout ce que l'on peut voir depuis la Terre, parce que j'ai la dimension de ce que je vois et non la dimension de ma taille. » Bon, alors c'est à mon tour d'essayer d'expliquer un des aspects dont on vous a parlé, qui est l'endocosmologie. L'endocosmologie, c'est un mot bizarre et qui est un mot inventé. On ne cherche pas à trouver un lexique qui existe déjà, puisque ce qu'on veut, c'est un terme moyen, un terme interstitiel qui nous permette de mobiliser tout un imaginaire et qui ne soit pas d'un savoir ou d'un autre. Et puis, se créer un mot, c'est un peu comme se créer un gris-gris pour se porter chance, ou, comme disait Roland Barthes, un mot mana. Dans Roland Barthes par Roland Barthes, il explique que ce mot mana, c'est un mot dont la signification ardente, multiforme, insaisissable et comme sacré donne l'illusion que par ce mot, on peut répondre à tout. L'endocosmologie, ce n'est pas une réponse à tout, ce n'est pas une réponse entière qui résout tous les mystères de l'univers, loin de là, mais c'est une considération pour le tout et une perspective holiste, en tout cas, reliaison des savoirs.
Donc il faudra comprendre l'endocosmologie, au ras de l'étymologie au départ, comme une exploration subjective, donc endo, de la cosmologie. Alors dans un double sens, puisqu'on entend à la fois l'exploration du cosmos depuis notre intériorité, ce dont je viens de parler, et de l'intériorité depuis le cosmos. Et ce double mouvement, nous ne cesserons de le répéter et de le repérer. Cependant, il faut tout de suite marquer des limites, puisque si on parle de l'endocosmologie comme un discours sur le cosmos intérieur, eh bien ça fait écho à tout un ensemble de représentations et surtout de répulsions. On a la crainte d'avoir affaire au retour d'un romantisme un peu frelaté ou à la spiritualité liquide des années 70, quand on utilisait la science dans un registre poétique pour étayer des prophéties plus ou moins vaporeuses. On se rappelle de Timothy Leary ou de Pierre Teilhard de Chardin. En bref, on peut craindre les potentialités monstrueuses du syncrétisme et de l'amalgame, avec un terme comme endocosmologie. Mais cette répulsion et cette fascination, c'est aussi ce qui nous intéresse d'explorer, de critiquer et de recommencer sur d'autres bases. Notre démarche repense un discours où se lie, à nouveau frais, la parole et le mythe, le matérialisme et cette dimension refoulée du spirituel, de l'imaginaire et du symbolique, dimension qui ne cesse de revenir à mesure qu'on la conjure. Donc, ce qu'engage l'endocosmologie, c'est moins une science qu'un imaginaire, et puis surtout une reliaison entre les savoirs, une façon de vouloir composer des mondes, des hybrides et des cristallisations, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Et ça nécessitera de mettre au point quelques divergences avec toute la conception qui peut être héritée du New Age, du transhumanisme, voire du romantisme. Donc pour tenter une dernière fois de rassembler l'endocosmologie en une formule, je pourrais renverser la célèbre formule de Kant dans la Critique de la raison pratique, quand il nous disait « Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Deux sources d'infinie contemplation, on est d'accord, le ciel étoilé et la loi morale en moi. Mais l'endocosmologie explore une autre face cachée, en quelque sorte, c'est ce bouleversement inverse, non pas le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi, mais l'émerveillement du ciel étoilé en moi et les lois morales à l'extérieur de moi, fabriquées par la société comme un ensemble de normes et dont on peut faire l'archéologie. Donc il ne s'agit cependant pas de revenir à des anti-lumières, ce qu'a été le romantisme, mais de chercher une autre voie qui lie la nuit et le jour, l'intuition et la raison, la poésie et la science, sans s'égarer dans l'idéalisme absolu du romantisme, qui était une des solutions. Alors, on a l'impression peut-être, à nous écouter, qu'on propose un romantisme illuminé ou des lumières romanticisées. Je pense que l'endocosmologie, et de choisir un terme de ce type, un peu étrange, c'est parce que ça désigne ni l'un ni l'autre, et l'un et l'autre, dans une sorte de neutralisation des discours, et qui cherche à faire droit à la mélancolie des étoiles que l'on a désignée du beau nom de désidération. Désidération, voilà un néologisme qui nous invite à réfléchir un petit peu sur le mot désir. Le mot désir. Comme je vous l'ai dit, moi je fais de l'astrophysique et tout revient toujours à la fin aux étoiles. Kircher et Cosmiel nous invitent à regarder en nous pour voir l'univers, essayer de comparer l'infini de l'univers au fini de ce qui est à l'intérieur de nous, l'intérieur et l'extérieur. Il se trouve que les mathématiques nous ont donné une méthode pour faire passer l'intérieur à l'extérieur, pour retourner une sphère, aussi paradoxale que cela puisse paraître. La cosmologie, dans les 50 dernières années, a compris que tous les éléments chimiques qui nous composent, ce carbone, cet azote, cet oxygène, a été synthétisé dans les premières étoiles. Comme mon collègue et ami Hubert Reeves le disait, nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Ce n'est pas une image poétique, c'est un fait scientifique. Nos éléments
à part l'hydrogène qui, lui, était là dès les premiers instants après le Big Bang, tout a été synthétisé dans les premières étoiles. Désir, donc, désir. Pour comprendre le sens de ce mot, il faut se rappeler ce que faisaient les marins du XVIIe et XVIIIe siècle pour pouvoir explorer les océans. Il fallait se repérer en mer. Comment se repérer en mer sans GPS? Ça, c'est quelque chose d'assez moderne. On naviguait aux étoiles. Un sextant, une boussole, plus tard une montre. Nous pouvons savoir où nous sommes. Nous naviguons aux étoiles. Nous naviguons avec les étoiles. Nous considérons les étoiles qui nous permettent de nous localiser. Et quand les étoiles disparaissent, nous sommes dans le désir, dans l'attente des étoiles. Nous sommes sans les étoiles, nous sommes dans l'attente du retour des étoiles pour pouvoir nous retrouver, pour pouvoir retrouver notre chemin, pour peut-être pouvoir retrouver notre identité. Les étoiles sont notre guide, et donc la désidération, c'est finalement ce sentiment que les marins perdus sur l'océan, au milieu du brouillard, pouvaient peut-être avoir. Ils sont déconnectés de l'univers et déconnectés finalement de leur position, de leur chemin. Avec la désidération, nous voulons essayer de reconnecter à notre univers et d'étudier ce sentiment que nous pouvons avoir quand notre lien à l'univers disparaît. Le symptôme de désidération, donc, décrit une humanité désidérante, désidérée, souffrant de l'absence de sidération, c'est-à-dire de lien organique avec les étoiles. Un syndrome du jumeau perdu, une nostalgie inconsolable que seule l'aspiration de l'homme à rejoindre le cosmos pourrait combler. Quel serait l'objet de l'irrépressible mélancolie humaine? Comment ce que nous ressentons obscurément et confusément comme un bien suprême ou l'objet ultime de notre désir pourrait se manifester comme manque si nous ne l'avions jamais connu auparavant? Les désidérés souhaitent renouer avec l'étymologie de leur désir et leur propre origine biologique et mythologique en recréant un lien avec le cosmos. L'attention vers cet infini dont, comme le disait Jean-Philippe, nous sommes originaires, nous condamne à une interminable nostalgie qui prend la forme d'une lacune béante. Il reste en nous la trace résiduelle d'une vie stellaire que les désidérés cherchent à retrouver. L'hypothèse, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, selon laquelle l'humanité trouverait son origine biologique dans des briques de vie apportées par les météorites sur notre planète, est controversée mais crédible. Certaines traces de ces pluies de météores sont encore visibles sur notre Terre. On les appelle les cratères ou astroblèmes. Plus que les autres humains, les désidérés se sentent proches de leur origine stellaire, qui se manifeste par le vif sentiment d'être orphelin, d'être en manque de quelque chose, et la manifestation permanente chez eux d'une sorte de nostalgie d'un objet vague, indéfinissable, mais lié au cosmos. L'histoire de l'art et de la science peut être relue depuis le spectre de la désidération. On peut aussi chercher à comprendre ce sentiment. On comprend ce que l'on saisit, ce que l'on peut prendre dans sa main ou dans son esprit, ce dont on peut déterminer les limites, les bords. Mais pourquoi ces limites? La question pourtant est infinie. Peut-on, dans ce sens, comprendre l'univers? Comprendre l'univers? Peut-on prendre avec soi l'univers? Peut-on, comme Cosmiel, aborder en nous l'univers? Explorons cette question à partir donc des météorites. Les météorites. Alors en ce mois d'août, je sais que vous avez été invité à regarder les étoiles filantes, qui sont assez nombreuses en ce moment. Il y a peu de temps, le 12 novembre 1964, je crois que c'était sur le coup de midi, du côté d'Agen, on a vu passer dans le ciel plus qu'une étoile filante, un bolide. Il s'est écrasé non loin d'ici, à Granès, à 60 km de la Grasse. 9 kilos de pierres venues du ciel se sont écrasées à 60 km du lieu où nous sommes en train de parler. Ces météorites, il en tombe régulièrement sur Terre, près de 100 000 tonnes par an. La plupart sont imperceptibles, mais parfois, quand elles sont suffisamment grosses, elles peuvent créer des dégâts énormes, comme par exemple ce fut le cas au début du XXe siècle dans la Tunguska en Sibérie, où il y a 65 millions d'années, causant la disparition des dinosaures. Donc ces météorites, ce sont peut-être l'un des plus grands dangers cosmiques que notre univers nous présente, mais ces phénomènes sont assez rares. Ces météorites, ce sont des sortes de cellules élémentaires de notre système solaire, des pierres qui ont cristallisé il y a environ 4,5 milliards d'années, avant que la Terre se forme, les premières briques élémentaires de ce qui va donner les planètes. Certaines de ces pierres sont restées aérées dans le système solaire pendant plusieurs milliards d'années,
nous donnant une photographie de son état primordial. Quand elle tombe sur Terre, eh bien, il y a toute une communauté de météoritologues qui se ruent pour essayer de les retrouver, en étudier les petits cristaux, comme par exemple les diamants de la météorite qui est tombée à Orgueil, là aussi non loin d'ici, et qui sont des structures très similaires à l'intérieur de notre propre planète. En regardant vers l'espace, nous découvrons des pierres qui sont similaires à celles qui se trouvent à l'intérieur de notre planète. De nouveau, une vue de l'intérieur en regardant vers l'espace, en regardant vers l'intérieur. Et surtout, une preuve de notre origine et de notre système solaire. Alors, avez-vous déjà tenu dans votre main une météorite? Avez-vous eu la chance d'aller dans un cratère d'impact, de vous allonger et de regarder le ciel? Nous avons besoin de météorites pour tenir notre discours, mais nous n'en avons pas assez car ce sont des objets malgré tout assez rares. Mais malgré ça, j'ai effectivement eu la chance de tenir à plusieurs reprises des météorites, y compris un petit morceau de la météorite d'Orgueil, dont il était question à l'instant, et également de m'allonger à l'intérieur d'un cratère d'impact, expérience que je recommande à tous ceux qui en auront l'opportunité. J'ai pris quelques notes lors de ma dernière visite d'un astroblème, d'un cratère, qui s'appelle Meteor Crater, à Winslow, en Arizona. C'était il y a quelques mois. Note de visite de Meteor Crater. Cicatrice de calcaire et de grès perforant une géologie aride, vestige d'une collision équivalente à 2,5 mégatonnes de TNT ou à celle d'une explosion thermonucléaire environ 150 fois plus puissante que la bombe de Hiroshima. Ombilique, si on regarde le sol depuis un drone, ombilique se dévoilant sous la forme d'une dépression. Platon décrivait d'ailleurs le nôtre, de nombril, comme la trace du châtiment divin infligé aux hermaphrodites originels, une mutilation nous séparant d'une part de nous-mêmes. De cette rencontre, avec les météorites et avec les astroblèmes, pour les décidérés, est née une évidence, convertie en protocole de soins. L'hybridation cosmique. Hybridation cosmique comme remède aux symptômes de désidération. Les désidérés, on l'a vu, sont à la recherche de leur infini perdu, de cette immensité spatiale dont ils cherchent à se remplir, en contemplation permanente des étoiles, qu'ils rêvent d'absorber pour se réaliser et se stabiliser dans le monde terrien. Ainsi, il nous est apparu que ce n'est qu'en s'hybridant avec l'espace, en réinjectant en nous un peu de l'infini qui nous compose et dont le manque nous ronge, que nous pourrions peut-être trouver la sérénité. Notre hybridation devra passer par notre mutation, en vue de construire un organisme mi-humain, mi-cosmique, via un protocole d'implantation à l'intérieur de notre organisme. Implantation des premières molécules forgées dans le protosystème solaire, juste sorties de la forge de la supernovae locale, molécules qui n'ont encore jamais transité par un corps humain, des fragments de météorites. Il nous faudra donc chasser les météorites pour en extraire d'infimes inclusions que nous nous injecterons ou nous implanterons. Cet acte microchirurgical permettra à tout désidéré d'absorber l'infini et de renouer son lien primordial au cosmos. Cette hybridation induira une mutation du corps hôte du désidéré en un organisme mi-humain, mi-cosmique. Cette action constituera une étape importante vers l'atteinte, pour tout désidéré, de son état de cosmiel. En effet, la plupart des noyaux atomiques étant formés dans les étoiles, l'implant de micrométéorites permettra au corps désidéré d'accueillir en son sein la composition originelle de l'univers. La quête de l'hybridation demande aux désidérés de se comporter en chasseurs-cueilleurs. Ce n'est que par cet acte que les désidérés pourront vivre en harmonie sur Terre et accepter leurs conditions d'anthropos grâce au cosmos retrouvé en eux et survivre dans ce monde détaché des étoiles. Cet acte de réconciliation, de plénitude cosmique, laissera alors peut-être place à une mélancolie positive, un souvenir paisible de cet état de manque et de solitude. Pour le moment, pénible. Les premières implantations sont prévues pour le mois de novembre, donc nous sommes encore loin d'être guéris. Pour les désidérés, un implant, donc, abolit la limite entre le fini et l'infini et vide de son sens celle entre intérieur et extérieur. L'implant abolit la notion d'espace. La philosophe Donna Haraway, auteure du passionnant Cyborg Manifesto, et plus récemment du manifeste Cthulhu-Sen, définissait en 1985 le cyborg comme l'incarnation du sujet politique contemporain et dans la science-fiction contemporaine cyberpunk, à travers l'hybridation homme-machine, esprit-intelligence artificielle,
miniaturisation, démultiplication des potentiels. Le cyborg désignait une forme nouvelle de résistance et de dissidence face aux dispositifs de normalisation et de contrôle des existences. Nous pouvons peut-être à présent observer l'émergence d'une nouvelle figure, non pas issue de l'hybridation homme-animal, ni homme-animal-machine, mais du dépassement de l'homme-animal-machine-cosmos. Nous avons dans un premier temps parlé de la figure du cosmorgue, pour Cosmic Organism, un humain ayant reçu une greffe cosmique, un implant sidéral, mais nous préférons à présent parler d'état de cosmiel. Nous devenons un organisme météoritique, hybride de cosmos et de vivant, que nous décrivons plus comme un état que comme une figure. Cet état permet de s'affranchir des dualités à partir desquelles la pensée contemporaine s'est érigée, objectif-subjectif, ici-bas, au-delà, sublunaire, supralunaire. Il construit une rencontre transgressive inédite entre ces catégories construites les unes contre les autres, exclusives les unes des autres. À l'instar du cyborg d'Haraway, le désidéré implanté, traversant l'état de cosmiel, n'est plus ni tout à fait humain, ni non plus alien, ni naturel, ni artificiel, ni homme, ni femme. Toutefois, contrairement au cyborg, l'implanté, habité par la figure de cosmiel, ne se dispense pas d'une histoire de l'origine de l'humanité, dont le désidéré suppose qu'elle se situerait aux confins du cosmos. Le désidéré implanté nous permet de penser notre rapport à l'autre absolu, à l'au-delà, à travers l'instauration d'une connectivité, d'une mise en réseau entre individu et cosmos. S'effondrent ainsi, sous nos pieds, les frontières entre visible et invisible, physique et non physique, pensée classique et pensée quantique, micro et macroscopique, fini et infini. Poussière d'étoiles, nous espérons renouer avec notre origine stellaire. Alors, on vous a dit beaucoup de choses, notamment sur cette question de l'implantation qui peut paraître étrange. Je pense qu'il faut peut-être envisager l'acte de l'implantation dans le processus de la désidération comme une cristallisation, c'est-à-dire une sorte de changement d'état, et avec nous d'un ensemble de principes, d'idées, de positions. En une phrase, pour rassembler la désidération, j'aime bien le titre de Stig Dagerman qu'on reprend et modifie « Notre besoin d'étoiles est impossible à rassasier ». Et dans cette démarche, l'implant, c'est en quelque sorte un processus transitionnel. Et il pourrait faire penser, dans un premier temps, à une démarche d'augmentation, à quelque chose qui appelle la figure du transhumain, avec la question de l'implant, de toutes ces démarches de mélange d'hommes et de machines, quand il faut l'entendre, on l'a dit et répété, comme une démarche de réparation et de prise en considération du cosmos. Alors on l'a dit, ça peut passer par des expériences très simples, comme de regarder dans un télescope et de s'émouvoir comme Galilée, de repérer sur cette ligne qui démarque l'ombre de la lumière sur la Lune, des monts sur la Lune qui brillent. Ça peut passer par le fait de tenir dans ses mains une météorite. Donc c'est des expériences très simples, mais au-delà de ça, une fois qu'on a pris conscience de cet émerveillement, eh bien, on se dit il y a quelque chose de brisé pour qu'on ait cet émerveillement, c'est qu'il y a une acosmie générale qui permet ce genre de rapport-là. Et donc, on peut se promettre une relecture globale de nos récits à travers le spectre de la désidération et de cette perte en considération du cosmos. L'implantation, dans ce cadre-là, c'est une transformation symbolique et d'avec le symbolique, qui est relégué la plupart du temps aujourd'hui dans des arrière-mondes de la croyance. Et donc c'est à la fois réinjecter l'imaginaire, le spirituel, le soin, et une façon de hacker l'utopie techno-capitaliste de l'homme augmenté, du cyborg, et de ne pas le laisser se faire reprendre entièrement par ce que fait la Silicon Valley, notamment. Et dans ce dispositif, le rôle de Cosmiel, c'est d'être la figure passante, l'horizon lointain, elliptique et universel de cet état désiré à travers la désidération. Et la météorite, c'est quelque chose, encore une fois, qui a à voir avec plutôt de la cristallisation, presque dans un sens stendhalien, une cristallisation amoureuse, mais vers du non-humain, pas vers une personne,
vers un petit morceau de fer ou de terre, une chondrite, venu du fond des temps et de l'univers, et pour lequel on se lie d'amour et on expérimente ce moment de fascination où on a l'impression que le cosmos se rassemble dans un objet, ce qui est assez fou. Et l'implant de météorite, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape d'un mouvement beaucoup plus large qui rejoint donc, ce que j'ai dit sur l'endocosmologie et un état qu'on peut qualifier de cosmiel qui est peut-être inatteignable qui est atteignable peut-être que de façon intermittente dans ces moments un peu d'exaltation ou de rencontre avec le cosmos, moments d'attente, des moments voilà, où il y a les nuages, on ne peut pas voir les étoiles. Et dans ces moments où le cosmos s'intègre en nous, effectivement, quelque chose s'actualise de cosmiel et nous transfigure. Ici, la cellule cosmielle appelle Radio Lévania. Ici, Radio Lévania. Préparez-vous pour le décalage. Compte à venir. 2997, 2998, 2999. Décalage en cours. Message à la population. Préférez l'étiolement à l'étoilement. Dissipez-vous. Je répète, dissipez-vous, stupides. Installez des stratégies obliques et faites dévier le stellaire. Faites l'ailleurs en vous. Micro-coupez-vous. Aporisez-vous. Je répète, pour vous, aux dimensions multiples, micro-coupez-vous. Aporisez-vous. Insistez. Persistez de votre petite santé de cafard endurci aux radiorésistances. Et gloire aux tardigrades tard venus pour nous sauver. Par les ondes se propagent d'autres clairs de terre depuis d'autres dimensions, là, regardant tous les miraculés du vivant. Ici, radiorésistance. Ici, Radio Lévania. Donc, il est nécessaire pour nous de comprendre que si la désidération se cristallise dans un premier temps autour des météorites, des étoiles, de l'implantation, ce qu'elle entend mobiliser, c'est tout un imaginaire et un ensemble d'échos à cette situation de perte de cosmos et de fascination pour celui-ci. Donc c'est tout un monde qu'il faut réagencer, reprendre, recommencer pour que la désidération fasse sens. En tant qu'auteur de fiction et de réflexion, ce qui me parle dans la désidération, c'est cet aspect, la nécessité de réenvisager toute notre histoire pour produire un autre récit du spatial. Autre que l'exil spatial, tant promis, autre que le post-humain, mais aussi autre que le récit classique enraciné dans la Terre. Pour faire entendre une de ces directions, cette autre cosmos, j'appelle à nouveau Radio Lévania pour nous faire entendre un autre exil spatial. Ici, Radio Lévania. Un rhizome s'est épanoui dans le ciel aux extensions pâles comme la nuit, vibrant comme les étoiles, monument vivant à une autre longueur d'onde, pensée tuberculée et tuberculante. Oh, nous décrépits avec nos cornflakes sales d'Amazonie brûlée, on regarde le vaisseau pomme de terre s'élever avec tous ses rhizomes, arrachant toute la terre par mottes gigantesques. Une immense tige ramifiée. On sort les pop-corns. On regarde le vaisseau pomme de terre monter de plus en plus haut dans l'espace. Est-ce qu'on va finir par s'attacher aux filaments, nous, les charançons atopiques, nous, les mutants du cosmos? Ici, Radio Lévania. Donc tout ça pour dire que notre rapport entre récit de la Terre et récit futur du cosmos est tragique et à réinventer. Car le bilan actuel de la cosmie est monstrueux. Je pense qu'une psychanalyse décidérée devrait pointer ce malaise dans les étoiles
équivalent au freudien malaise dans la culture, parce que les ravages de la cosmie semblent avoir occupé d'ailleurs, quand on s'y intéresse, tous les penseurs du XXe siècle, puisqu'il a vu l'aboutissement des processus de la modernité dont on parlait tout à l'heure, à partir donc de la révolution scientifique. Depuis les Lumières, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, séparation des savoirs et autres. Donc on pourrait relire toutes les catastrophes contemporaines à l'aune de cette désidération. C'est quelque chose qui se promet, qu'on aimerait bien explorer. Et à ce stade-là, il nous faut envisager d'une autre façon l'exploration peut-être du cosmos. Et sur ce jingle, j'appelle à nouveau Radio Lévania. Ici, Radio Lévania. Aux explorateurs du cosmos, nous répondons par des explosateurs du cosmos, diffractant en eux ces fragments d'étoiles qu'on appelle des récits. Et nous voilà, avec notre boussole, avec la merveilleuse boussole inventée par l'intrépide et magique Tristan Multitude Esver. Le bandeau sur nos yeux nous suffit avec notre boussole pour nous guider dans ce cosmos. Explorateurs du cosmos, nous n'infectons aucune planète avec nos bactéries et le virus de la vie. Au contraire, nous injectons le cosmos en nous. Explosateurs du cosmos, nous ne conquérons pas de nouveaux horizons, nous le diluons. Ici, Radio Lévania. Alors, la désidération, on l'aura compris, ce n'est pas un état définitif, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait entièrement enclore dans une définition, c'est le nom d'un processus, peut-être d'une ligne de fuite qui est aussi une ligne de vie. Et pas quelque chose, à mon sens, qui vise à mener totalement de la désidération à une utopie de la residération. Car c'est bien la question qu'on pourrait nous adresser à juste titre. Quel horizon pour la désidération ? Désidérer, residérer, pourrait-on se demander, en reprenant le titre de la belle conférence de Marielle Massé, ici même à la Grâce, qui proposait une bascule entre sidérer et considérer. Alors, comment entendre la position paradoxale de la désidération sans repasser à la pure sidération, à ce désir archaïque de fusion cosmique, sans passer par l'éblouissement pour ce qui nous dépasse ? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'injonctions au réenchantement du monde. Nous ne pouvons pas être une énième version de cet appel, ce leitmotiv pénible qui peine depuis si longtemps à produire ses effets. Face à des logiques qui les réduisent à des incantations vaines, à des désirs plus ou moins régressifs, à la naïveté de l'enthousiasme. Alors peut-être n'a-t-on tout simplement pas pris la mesure du deuil impossible que comporte cette mélancolie des étoiles, donc cette désidération. Et peut-être n'a-t-on pas conduit jusqu'au bout le travail de deuil que ça implique. Dans cette perspective, les étoiles pourraient être un tiers pour nous relier les uns aux autres et à l'ensemble du cosmos. Cela dit, la désidération engage beaucoup de risques d'égarement. Je me répète, mais c'est essentiel de mettre l'accent dessus, sur le fait qu'il va falloir sûrement recommencer certaines erreurs. Mathieu Pot-Bonneville, invité à prendre la parole sur cette même tribune sur penser, agir, rêver, avait pris le parti pris de choisir de recommencer. Recommencer, c'est dire reprendre la question des commencements qui n'en sont jamais, de défaire l'illusion lyrique du nouveau marquant la politique comme l'esthétique. Et ça me semble plus que jamais nécessaire. Reprendre, repriser la toile du monde comme si les étoiles étaient des trous d'épingle, recommencer, retisser notre rapport aux étoiles sans oublier les défaites, les erreurs, les cicatrices du passé, et sachant que nous aussi peut-être échouerons. Recommencer la tradition moderne et scientifique, romantique, habiter poétiquement le monde, oui, mais avec un implant. Recommencer la tradition science-fictionnelle, philosophique, scientifique, pour en proposer une nouvelle lecture, une nouvelle perspective, une bifurcation des possibles. C'est, je crois, le programme. Mais
que sera ce rapport à la désidération s'il faut faire droit totalement à la mélancolie, sans pour autant faire de la désidération une pure négativité? Ça sera, à mon sens, accueillir ce que dit Emmanuel Coccia de la théorie de la racine, ce que Frédéric Néra explique de la part inconstructible de la Terre, ou encore ce qu'Enzo Traverso rappelle de la mélancolie de gauche, qu'il y a de l'inaccessible, de l'inhabitable, de l'inviolable, et que cet ensemble, c'est le corollaire de la désidération, son cœur de mélancolie à ne jamais abandonner, car sans cette mélancolie, paradoxalement, le désir mortifère pour les étoiles redevient cette course effrénée, épuisante, impérieuse et sans fin. Donc, il s'agit de jouer la mélancolie pour le désir, pour la vie. La mélancolie nous protège de la folie de la fusion ou de la destruction du cosmos. Elle maintient en nous cette inquiétude, cette faille d'où surgissent les pensées, les histoires, les fantômes, les aliens, les furtifs. Donc laissons une dernière fois nos oreilles être des antennes paraboliques pour capter Radio Lévania. Ici, Radio Lévania. On nous traite ainsi dans la rue. Stélatnik. Dans les campagnes de diffamation, on nous nomme crachats d'étoiles, lécheurs de fusées, cosmerde. Tout ça est si déjà vu, et ça fait sourire. Nous entraînons le déjà vu dans d'autres dimensions. Et puis, Stélatnik, ça nous va. On se le dit d'ailleurs. Mieux, on se le fait entre nous. La nique des étoiles. Baiseur d'étoiles, ça nous va. L'amour nous a réinventés. On a baisé avec les étoiles. On s'est caressé, interpénétré, plus qu'aucun ne l'a imaginé. Stélatnik, parce que l'extase de la baise est absurde et géante et de tous les états. Gaz, plasma, solide, liquide. On a fait l'amour aux étoiles, putain. Ici, Radio Lévania. On ne s'étonnera pas de constater que la question fondamentale peut-être de la science-fiction rejoint celle de la philosophie, voire des religions, qui se demandent qu'est-ce que l'humain. Et la réponse, à mon sens, est assez simple. L'humain est une espèce fictionnante, ne cessant de recréer des fantômes, des totems, des mythologies, parce qu'il est ainsi fait, toujours en train de se projeter dans le monde, de former des jugements, de se projeter dans le futur, dans l'abstraction. Et nous sommes donc nativement des êtres métaphysiques, des êtres en permanence en train d'interpréter, de donner sens, de mettre en chronologie, de mettre en récit notre existence. Et c'est notre cerveau organique qui est fait ainsi. Et reconnaître ce flagrant délit de légendé, comme disait Deleuze, est essentiel. L'humain est une espèce du futur. L'humain est une espèce de fiction. Et maintenant, il nous faut donc donner forme à la fiction de la désidération. Et pour cela, nous avons quelques propositions. Eh bien, pour conclure, une conclusion en forme d'invitation pour celles et ceux qui souhaiteraient, par exemple, recevoir un implant cosmique, en savoir plus sur l'identité de Radio Lévania, venir inventer avec nous les futures fictions de la désidération. Notre travail commençait ici aujourd'hui, car c'est la première fois que nous parlions en public tous les trois ensemble. La prochaine fois, ce sera le 25 août, ce sera la suite de cette proposition. Ce sera en région parisienne, dans un musée d'art contemporain qui s'appelle le MACVAL. Le musée d'art contemporain où est également exposée la première œuvre plastique issue de ce travail collectif. Et ensuite, du 26 octobre au 23 novembre, à la galerie Les Filles du Calvaire à Paris, nous consacrons une exposition complète à la désidération, qui sera une exposition processus, une sorte de chemin que vous êtes tous et toutes invités à venir emprunter avec nous. Et je conclus en remerciant Nadège Piton qui a fait vibrer pour nous la voix cosmique de Radio Lévania.